Je vais commencer. Et bonjour, chers collègues, chers amis. C'est un plaisir pour moi encore ce matin de partager avec vous cette présentation sur les infections génitales. Sujet précisé, masculines aiguës. Voilà, donc le plan que nous allons suivre, c'est le plan classique que vous connaissez déjà. Après une introduction, nous mettons dans les généralités les éléments nécessaires pour asseoir les signes et nous allons réunir les éléments pour poser le diagnostic. Nous abordons le traitement avant de conclure. À l'introduction, nous dirons que les infections sont des infections, comme on l'a dit la dernière fois, transversales, pouvant intéresser plusieurs disciplines médicales. C'est-à-dire que toutes les spécialités peux vous parler de l'infection d'un organe donné. C'est connu ça. Alors, en urologie et andrologie, on ne fait pas exception à la règle. Et les infections génitales ici vont intéresser les voies génitales et les parenchymes génitaux. Donc, lorsque nous parlons d'infection génitale, les gens ont tendance à penser infection sexuellement transmissible, mais ce n'est pas exactement ça. C'est des infections qui concernent les voies génitales et les parenchymes génitaux. La prise en charge précoce et efficace est le gage du succès. Et la négligence de ce genre de pathologie comporte un risque pouvant être grave sur le plan fonctionnel. Je veux taguer la fertilité et parfois vital. Je veux parler de complications septiques pouvant aboutir à la mort. Dans la généralité, nous allons d'abord finir le sujet. Les infections génitales masculines sont des agressions microbiennes par des germes non spécifiques des parenchymes génitaux masculins, à savoir les vésicules séminales, le pénis, et ou des voies génitales masculines, à savoir les déférents, l'urètre. Alors, cette présentation a un intérêt épidémiologique. Il s'agit de pathologies de plus en plus fréquente depuis qu'il y a eu libéralisation des mœurs, où la sexualité n'est plus tabou, où le sexe est plus pratiqué que jamais. Ces infections sont devenues très, très fréquentes aujourd'hui. Donc, en consultation, vous allez recevoir souvent donc, ces cas. Sur le plan diagnostic, le diagnostic est facile, basé sur la clinique. On n'a pas souvent l'obligation de faire recours à la paraclinique, donc aux examens complémentaires avant de poser le diagnostic. Et donc, c'est un diagnostic basé essentiellement sur les signes fonctionnels que vous allez donc appuyer par l'examen physique à la recherche de la précision des symptômes, histoire donc de poser votre diagnostic. Sur le plan thérapeutique, le traitement est bien codifié. Le problème ici sur le plan thérapeutique, c'est qu'il y a beaucoup de prescriptions abusives sur euh, plusieurs plans, c'est-à-dire les gens pour une petite infection vont mettre de gros antibiotiques et ça fait que on assiste aujourd'hui à la multirésistance encore des antibiotiques. Et c'est un problème. Je voudrais insister là-dessus parce que c'est un problème sérieux. Et en Europe, ils en sont arrivés à un niveau vraiment très, très grave où aujourd'hui on est obligé donc de combattre les prescriptions abusives. Et chez nous, pour le moment, on tient encore le coup parce que déjà les gens ne disposent pas de moyens pour acheter des médicaments. Mais ceux qui disposent des moyens pour acheter des médicaments, les médecins et leur prescrivent soit des médicaments qui ne sont pas concordants avec leur traitement, donc qui dépassent donc, la maladie et on n'a pas besoin de prendre une bombe atomique pour tuer une mouche, d'accord? Avec un balai, on peut le faire. Oui. Donc, cette protection va nous permettre donc de restituer les responsabilités en précisant un tant soit peu des traitements, des protocoles simples qui peuvent faciliter donc la prise en charge des infections génitales masculines.
On va faire un petit rappel anatomique, histoire donc de nous remettre dans le bain du sujet, histoire donc de voir de quoi il s'agit, de quoi nous voulons parler. Alors, sur cette coupe antéro-postérieure du bassin, vous allez voir que nous présentons là les testicules. Je vais commencer par les testicules. Les testicules qui sont donc coiffés par les épididymes et qui vont se prolonger par les canaux différents qui vont passer dès les pelvis derrière la vessie pour entrer donc dans la prostate, comme vous le voyez. Et donc, les vésicules séminales, par conjugaison avec les canaux différents, vont former l'ampoule, ou bien les ampoules et, vésiculo-différentielles, qui donc va se prolonger par le canal éjaculateur qui va s'aboucher donc dans la lumière donc de l'urètre. Donc il y a la prostate qui donc va être l'organe génital un grand parenchyme très important à connaître et l'urètre qui traverse cette prostate qui va traverser également le pénis donc dont l'extrémité va être marquée par l'abouchement distal donc de l'urètre et le pénis lui-même. D'accord? Le phallus, l'organe de copulation masculin. De la prostate, cette coupe schématique de la prostate permet donc de voir les différentes zones, d'accord, de la prostate. Et on voit bien que on a la zone fibromusculaire antérieure, la zone, je vais vous dire maintenant que l'orientation que je à revoir, la zone fibromusculaire antérieure, la zone centrale, le canal éjaculateur, la zone périphérique, l'urètre. Vous voyez, donc c'est pour montrer que tout ça est. Et vous allez comprendre que lorsqu'il y a une infection donc, de la prostate, les éléments donc, qui constituent le parenchyme prostatique, les différents traumas donc, et les différentes zones vont donc être intéressées. Puis cette vue antéro-supérieure de la partie distale du pénis, vous allez bien voir qu'il y a le gland qui est une muqueuse. D'accord? C'est une muqueuse. Et il y a le sillon balano-pupicial. D'accord? Ici, appelé le col du gland du pénis. Donc, ce sillon est aussi muqueux. Et la peau pénienne, donc, là, donc le corps du pénis, vous avez une peau qui est une peau un peu plus sensible que la peau des autres. Et bon, au bout, donc au niveau du sommet du gland, vous avez l'ostium externe donc, de l'urètre masculin qui donc va être la zone d'entrée donc, de plusieurs infections, comme vous voyez. Sur cette vue inférieure donc, de la partie distale du pénis, vous voyez bien donc il y a le frein donc le frein du prépuce qui est là, le stimbalano-propicial, le col donc du gland, et avec les abouchements donc de glandes qui sont invisibles généralement, d'accord, et le prépuce donc qui est replié, qui est là, et qui se fait généralement après une prostatectomie ou une circoncision. Alors, sur le plan donc, de la physiopathologie, les facteurs favorisants sont essentiellement les rapports sexuels. Ces rapports sexuels, aujourd'hui, lorsqu'on parle de rapports sexuels, il y a plusieurs donc, types de rapports sexuels. Il y a les rapports sexuels sexo-sexuels, c'est-à-dire où on va appeler les hétérosexuels, c'est-à-dire le sexe de la femme et le sexe de l'homme. Et vous avez les rapports sexo-anaux, c'est la sodomie. Ça se pratique plus dans le monde de l'homosexualité que dans le monde de l'hétérosexualité. Il y a les rapports sexo-buccaux. Les rapports sexo-buccaux, donc, c'est pratique autant dans l'hétérosexualité que dans l'homosexualité. Donc, tous ces aspects, aujourd'hui, des rapports bucco-anaux, j'ai appris que ça existe donc dans la pratique aujourd'hui, les rapports bucco-anaux. Tout ça donc, va être donc, la source
d'infection donc de l'appareil génital masculin, d'accord? Surtout lorsque les rapports sexuels ne sont pas réalisés avec au préalable une lubrification suffisante, ça pose problème, vous voyez? Donc ça pose un problème. Donc du coup, les érosions donc de la muqueuse, de la peau, peuvent être des portes d'entrée des germes et ces germes, une fois entrés, peuvent créer localement une infection qui peut devenir soit un choc ou passer donc dans le sang. On a une bactériémie qui va évoluer donc vers un tableau septique avec tout ce que vous savez, la septicémie, la fièvre, qui peut devenir mortelle. Donc, je parle des rapports sexuels, mais je ne peux pas manquer donc de parler des infections urinaires. Les infections urinaires, donc, on en a parlé la dernière fois, peuvent aussi évoluer donc vers les infections génitales. Parce que chez l'homme, l'appareil urinaire et l'appareil génital ont une même terminaison et une connexion forte au niveau donc de la prostate. Donc, un patient aussi qui présente des trous urinaires du bas appareil, qu'il soit âgé ou non, donc est exposé aussi aux infections génitales parce que ces infections, par voie rétrograde, on le verra tout à l'heure, vont descendre par voie canalaire vers les testicules. Le défaut d'hygiène périnéale, les hommes qui ne sont pas propres, qui ne lavent pas régulièrement leurs dessous, le processus est tout simple. Les dessous s'infectent, sont sales, donc infectent le meilleur urétral. Et ça peut donc évoluer vers une urétrite ou on peut avoir une infection d'un poil donc de bourse ou d'un poil du périnée qui va donc créer un furore qui va évoluer donc vers une aggravation de l'infection génitale. Certaines malformations obstructives du bas appareil urinaire sont accusées. Le processus est simple. Ces malformations vont donc entraîner une stase urinaire et cette stase urinaire va entraîner une infection et secondairement l'infection va évoluer vers une infection génitale. Le diabète, ça c'est un sujet que tout le monde maîtrise. Lorsque un sujet diabétique et un sujet non diabétique s'expose à une infection, le diabétique est plus exposé, surtout s'il ne prend pas bien son traitement. L'immunodépression, ceux qui donc, ont un problème séropositif ou ce sont des traitements immunosuppresseurs et qui sont fragilisés éventuellement par une tumeur, un cancer, des gens donc, qui sont facilement infectables par donc, les germes au niveau de l'appareil génital. L'insuffisance hépatique, qui est un sujet de fragilisation, et la prolifération néoplasique. Voilà. Les voies de contamination sont la voie canalaire, rétrograde, généralement, l'infection par le milieu urétral, urètre, canaux éjaculateurs, d'accord, déférent, différents vésicules séminales entre les, entre les canaux éjaculateurs et les canaux déférents. Donc là, la vésicule séminale peut déjà être intéressée par l'infection. Les épididymes, d'accord, les canaux du réticestis et les tubes séminifères. Voilà comment on peut donc aller à se retrouver à avoir une orchite suite à une fellation, d'accord, qui a généré une infection qui remontent par voie canalaire jusqu'au testicule. Il y a la voie hématogène. Ce sont les infections à distance qui vont s'accompagner d'une bactériémie. Et une fois la bactérie dans le sang, l'infection génitale, génito-urinaire peut survenir. Et la contamination par contact, d'accord, au niveau du gland, du corps du pénis, entre donc le pénis et le vagin, ou entre le pénis et l'anus, pour ceux qui pratiquent la sodomie. Les conséquences sont au niveau du pénis généralement. Vous pouvez avoir une infection, vous pouvez avoir une plaie, vous pouvez avoir un chancre. Euh, je ne parle pas ici donc des chancres syphilitiques parce que la syphilis donc est une pathologie à part qu'il faut considérer comme n'étant pas un germe non spécifique. C'est un germe spécifique, donc on l'étudie à part. L'urètre, donc,
Au niveau de l'urètre, on aura comme conséquence des écoulements urétraux, d'accord, des brûlures mictionnelles, une bactériémie, une infection urinaire. Au niveau de la prostate, vous allez avoir une prostatorée. Donc la prostatorée, on en parlera tout à l'heure. Ce sont donc des écoulements laiteux qui se produisent donc par le pénis pendant la défécation ou pendant le massage prostatique. Ça, c'est provoqué donc par l'examinateur. Les douleurs périnéales. Donc la prostate, une atteinte infectieuse de la prostate va donner donc des douleurs périnéales. Au niveau des vésicules séminales, vous allez avoir une hémospermie. L'hémospermie, c'est donc la présence donc du sang dans le sperme. Généralement, je vais vous expliquer, les hémospermies peuvent se manifester de plusieurs façons. Soit c'est un monsieur qui donc va vers une femme, il a des rapports sexuels, et à la fin des rapports sexuels, il y a un saignement, il y a du sang qui se mélange au sperme. Et quand c'est comme ça, soit la femme va penser généralement que elle a eu les menstrues et que elle ne s'est pas contrôlée, elle va s'excuser. Mais lorsque le monsieur va rebeloter sur un autre terrain, il va donc découvrir que il présente une hémospermie. Du sang va revenir et c'est en ce moment que on commence par s'interroger. On va avoir un médecin qui va vous dire, voilà, monsieur, vous avez une hémospermie. Donc, les vésicules séminales, lorsqu'elles sont touchées, donnent des douleurs périnéales. Et les vésicules séminales peuvent donner également des brûlures missionnelles lorsque l'infection intéresse le canal éjaculateur. On peut avoir une atteinte des déférents, donc qui va entraîner des douleurs éjaculatoires pendant l'éjaculation. Donc, la remontée donc du sperme va s'accompagner généralement de douleurs périnéales. D'accord? On parle de douleurs éjaculatoires qui peuvent être post-éjaculatoire ou père-éjaculatoire. Père-éjaculatoire sont des douleurs qui vont se venir pendant l'éjaculation. Post-opératoire, post-éjaculatoire, pardon, des douleurs qui vont survenir après l'éjaculation. Vous pouvez avoir une anéjaculation. Donc, une anéjaculation, c'est donc une absence d'éjaculation après les rapports sexuels et aboutit jusqu'à l'obtention donc du plaisir sexuel à l'orgasme. Une atteinte donc, des épididymes va donner une douleur testiculaire. Euh, et généralement, on va avoir une douleur pas difficile à supporter, obligeant le patient à porter des dessous qui retractent les bourses. On peut avoir au niveau des testicules des douleurs testiculaires et de grosses bourses. Voilà, on va voir tout ça en détail en abordant la question. Quelles sont donc les manifestations des infections génitales masculines? Nous allons prendre pour type de description la prostatite aiguë chez un sujet jeune de 30 ans. Nous avons pris ce type de description parce que le parenchyme prostatique est le plus gros parenchyme, donc du système génital masculin. C'est une infection qui n'est pas très connue par les praticiens et c'est une affection qui va passer inaperçue et qui peut donc évoluer vers l'infertilité masculine lorsque sa présentation est mal conduite. Et elle peut également évoluer vers la forme chronique. Cette forme chronique est souvent donc spéculaire donc de plusieurs symptômes d'anomalies dans l'infertilité masculine. Un patient donc qui vient à vous et qui, après des rapports sexuels récents, pouvant aller de 24 heures à 6 semaines, qui présente dans cette période-là une fièvre, des symptômes urinaires à type de brûlure missionnelle. Les brûlures missionnelles sont des sensations de cuisson ressenties le long de l'urètre pendant la miction et ou l'urgenturie qui est l'incapacité de retenir euh, la mission lorsque le besoin apparaît. La pollakiurie, qui est une mission fréquente avec des missions dans la journée, on parle de pollakiurie diurne, lorsque les espaces intermissionnels font moins de 2 heures. Et dans la nuit, lorsque l'on urine plus de 2 fois avant le matin, lorsqu'on s'est couché. La dysurie, qui est donc la difficulté à émettre donc les urines sans
y corréler forcément des douleurs ou des sensations autres que celles du besoin et de la difficulté donc d'uriner. L'hématurie, qui est la présence donc, de globules rouges dans le sang, lorsqu'elle est macroscopique, on peut donc constater la présence donc, de couleur rouge vive du sang, les urines. Ces symptômes urinaires et la fièvre vont donc être associés à des douleurs qui vont être pelviennes au niveau du bas-ventre, des douleurs périnéales au niveau donc du périnée, donc de l'espace entre les bourses et l'anus, les douleurs urétrales, donc au niveau donc de l'urètre pénien, le malade va vous dire, je sens donc des douleurs urétrales, des douleurs péniennes et des douleurs rectales. C'est des signes donc, qui peuvent donc être associés à la prostatite à cause donc de l'interconnexion morphologique et anatomique entre cette glande et ces différentes parties que nous avons donc citées. Sur le plan général, lorsque le patient vient en consultation, vous allez constater qu'il présente un syndrome infectieux, d'accord, généralement, avec une hyperthermie, une fièvre qui va être entre 39 et 40 degrés. Vous pouvez avoir une tachycardie, une tachysphénie, d'accord. L'état général est généralement plus ou moins conservé. Vous pouvez donc avoir des frissons en rapport donc avec la bactériémie. Un syndrome pseudo-grippal, généralement pris à tort comme un accès palustre en début, surtout chez des médecins généralistes en début de carrière. Souvent, dès qu'il y a un syndrome pseudo-grippal, nous avons tendance à faire recours donc à cette maladie fréquente dans notre contexte, le paludisme. C'est vrai, le réflexe donc est donc de faire cet examen, la goutte épaisse, pour vérifier s'il y a donc une infection palustre. Et ça permet donc d'écarter souvent donc, le risque d'erreur. Sur le plan physique, le toucher rectal va être l'examen essentiel. Il faut l'éviter dès que le diagnostic est fait parce qu'il est très douloureux et peut vous amener le malade à vous gifler si vous aimez toucher sa prostate alors que vous l'avez déjà essayé une fois et il a eu très mal. Donc, ce toucher rectal, lorsqu'il est réalisé, va constater que la prostate est généralement légèrement augmentée de volume, très très douloureuse, succulente, avec la sensation d'une collection fluctuante au niveau donc du. Les filles associées peuvent être des douleurs testiculaires, des douleurs lombaires. Elles ne sont pas fréquentes, mais elles peuvent être présentes. Alors, par rapport aux signes paracliniques, à la biologie, il faut réaliser un examen cytobactériologie plus antibiogramme des urines. Il faut savoir que c'est le premier jet des urines qu'il faut prendre ici. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, le premier jet donc des urines au cours de la mission nettoie l'urètre. Le second jet nettoie le contenu donc de la vessie et le troisième jet donc va nettoyer le bas-fond de la vessie, donc le col de la vessie. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, ici, si vous voulez faire un examen des urines, c'est le premier jet. Alors que généralement, lorsqu'on suspecte une infection urinaire, c'est le jet, le deuxième jet qu'il faut prendre, le jet donc du milieu. Elle sera souvent positive et pourra isoler généralement Escherichia coli, qui est un germe ubiquitaire fréquent dans tous les pays, un germe fréquent dans tous les pays qu'on va retrouver dans 80% donc des cultures et des cultures des urines dans les cas donc de prostatite et même des infections urinaires en général. Vous trouverez ensuite le chlamydia trachomatis, qui est un gène qui a pour zone de prédilection, organe de prédilection, la prostate chez le sujet masculin. Et vous pouvez également avoir le Neisseria gonorrhoeae, d'accord, qui est un gène qui est fréquent et qui donc peut toucher l'urètre chez le sujet masculin, mais aussi la prostate. Un SBU négatif n'exclut pas la maladie. Parce que, surtout, lorsque le prélèvement n'est pas fait correctement et que c'est le deuxième G ou le troisième G qui est pris par le patient, vous n'allez donc pas avoir de résultat.
L'autre bilan qui peut être fait, il s'agit ici d'une infection, donc une numération formule sanguine, qui va mettre en évidence une hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Et vous allez avoir donc ici une CRP qui va être positive supérieure à 6 mg par ml, une hémoculture qui pourra être réalisée si la fièvre persiste. On l'a fait à l'acmé donc de la fièvre. Donc c'est là. L'imagerie, lorsqu'il y a la prostatite, ce n'est pas nécessaire, mais devant certaines situations, on peut être amené donc, à réaliser une échographie prostatique qui pourra mettre en évidence une rétention d'urine, un réflexe en rapport avec donc, la prostatite. Cet examen va évaluer le résidu vésical post-missionnel, mais il faut dire que ce n'est pas une analyse spécifique pour la prostatite. Alors, l'évolution va se faire sur la base donc des éléments de surveillance lorsque le patient est déjà sous contrôle. Il faut donc suivre les signes fonctionnels, essentiellement les douleurs, la fièvre et les difficultés urinaires. Il faut réaliser un ECBU de contrôle si éventuellement un traitement a été mis en place et faire une stomoculture donc au besoin. Parfois, la stomoculture donc, peut être positive. Lorsque le traitement est bien mis, à juste titre, est bien dirigé, on aboutit généralement à la guérison. Nous allons dire le contexte donc, thérapeutique tout à l'heure, lorsque nous allons aborder la question donc, du traitement. Des complications peuvent survenir à type de septicémie. La septicémie, donc, c'est la généralisation donc, de l'infection avec des températures souvent très élevées et parfois mortelles. Il ne faut pas jouer avec ça. Si vous pensez que la prostatite ne peut pas tuer, je vous dirais non. Elle peut bien sûr tuer lorsque on la laisse prendre de la place et qu'elle évolue donc vers la septicémie. Ça peut également évoluer vers une absédation. L'absédation, c'est donc une poche, une collection purulente qui va se faire au niveau de la prostate. Elle est très, très douloureuse et donne des douleurs lancinantes, très fébriles au niveau du périnée. Avec, à l'examen, vous sentez au toucher rectal. Si vous arrivez donc à faire le toucher rectal, vous sentez que la prostate est vraiment augmentée de volume et la fluctuation est ici donc beaucoup plus évidente et la prostate est chaude. Le périnée est chaud, donc à l'examen physique. Le drame, c'est que si c'est pas bien suivi, si les soins ne sont pas bien faits, l'évolution peut se faire donc vers une infertilité masculine à la longue. Alors, à côté donc de ce type donc de description que nous avons eu à prendre, quelles sont les autres formes cliniques des infections génitales? J'ai pris deux grands groupes de formes, les formes selon le siège que j'ai choisi volontairement donc, de traiter avec un peu de détail et les formes selon le terrain que je n'ai pas trop traité, détaillé parce que ce sont les mêmes éléments donc il sont de revenir. On les forme selon le siège. Lorsque l'infection siège au niveau donc, de l'urètre, on parlera donc d'urétrite aiguë. Les urétrites aiguës se caractérisent donc, sur le plan fonctionnel par un écoulement urétral, donc généralement purulent, dans la teinte par le Neisseria gonorrhoeae et séreux dans, dans les chlamydier, le chlamydier trachomatis parfois hémorragique, et c'est un écoulement généralement matinal. Donc, l'écoulement urétral est un écoulement ce qui se retrouve au niveau du méa urétral et pouvant dégouliner au niveau du gland, retrouver le matin au lever, donc chez un patient qui la veille s'est couché sans avoir un écoulement là. Cela donc va évoluer vers une sécrétion permanente qui va commencer par mouiller les dessous. Donc, le malade va vous dire que ces dessous sont souillés et quand vous examinez, c'est des dessous purulents, des sécrétions purulentes qui vont sécher parfois sur les dessous. Il faut normalement laver ces dessous à l'eau chaude, d'accord, les sécher, les repasser au fer chaud avant de les porter. Mais quand ces dessous sont souillés et on les reporte, c'est une source de réinfection ou infestation. Alors, on peut avoir associé à cet écoulement urétral des brûlures missionnelles. Je le vais.
déjà définies tout à l'heure. Ce sont donc les brûlures, les sensations de cuisson ressenties le long de l'urètre pendant la mission. Vous allez retrouver chez ces patients une notion de rapport sexuel non protégé, d'accord? De rapport non protégé, occasionnel avec de nouvelles partenaires ou une nouvelle partenaire, euh, voilà, sans protection, et voilà, venu donc il n'y a pas longtemps. Vous pouvez également retrouver une notion de prurite canalaire urétrale, c'est-à-dire le malade sent qu'il y a un grattage, un besoin de grattage au niveau donc de l'urètre. Donc, c'est un signe qui peut signer une urétrite. La dysurie, la difficulté donc à émettre donc les urines peut également être retrouvée, ainsi que la prolacturie, l'émission fréquente et généralement en petite quantité. Les signes généraux donc vont être ici exceptionnels et doivent faire rechercher, associé à cette urétrite, une prostatite ou une antiépididymite ou carrément une gonocoxie généralisée. C'est des cas qui sont rares, la gonocoxie généralisée. Je n'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu 4 ou 5 dans ma carrière, des gens donc qui étaient séropositifs et qui font une gonocoxie avec une force généralisée. Vous faites le mot culture et vous trouvez donc euh, le gonocoque, c'est vraiment rare, mais il faut y penser lorsqu'il y a ces symptômes qui sont associés. Sur le plan physique, vous allez donc à l'inspection mettre en évidence l'écoulement donc urétral à l'expression de l'urètre. Donc, il faut palper donc la face ventrale de la verge et palper et presser jusqu'au niveau de, euh, du méa urétral sans toucher le méa, bien sûr, vous allez voir qu'il y a du pus qui va s'ouvrir, donc par le méa urétral. Il faut rechercher des localisations secondaires oropharyngées et rectales et éventuellement la présence de ganglions, des ganglions d'adénopathie qui peuvent parfois être présents au cours donc, de cette infection. Les signes paracliniques, c'est mal écrit, et les signes paracliniques ici vont être retrouvés. Il faut faire un prélèvement urétral par écouvillonnage. On envoie un écouvillon donc dans l'urètre, on écouvillonne l'urètre et on envoie l'écouvillon au laboratoire pour examen cytobactériologique et antibiogramme. On fait ici un ECBU donc du premier jet urinaire, je l'avais dit tantôt, et on peut faire un PCR, surtout chez les patients chez qui on suspecte la chlamydiose. Maintenant, nous allons parler donc de l'orchite aiguë. L'orchite aiguë donc, va réaliser une fièvre avec des douleurs scrotales irradiant le long du cordon spermatique, notion de rapport sexuel récent ou des troubles urinaires du bas appareil chez un sujet généralement âgé. À l'examen physique, vous allez trouver une peau scrotale œdémaciée, donc déplacée, tendue, luisante et chaude. L'épididyme va ici être augmenté de volume et on peut observer la présence d'un nodule induré et douloureux à la palpation donc de l'épididyme. Le signe de prenne va ici être positif. Donc, le signe de prenne consiste donc à soulever les bourses en réalisant des soupèsements, en quelque sorte. Et lorsque vous faites ces soupèsements donc, de la bourse qui est douloureuse, le malade vous dit qu'il est soulagé donc de sa douleur. On dit que le signe de prenne est présent. Il y a le signe de chevelure qui va être caractérisé par la disparition du sillon épididymo-testiculaire, du fait que l'épididyme prend du volume et devient inflammatoire, le sillon va disparaître. On dit que le signe de chevelure est présent. Il faut écarter donc dans ce contexte une torsion du cordon spermatique qui va être associée à un signe de gouverneur. C'est un patient qui a une douleur testiculaire, qui n'a pas de fièvre et avec une ascension du testicule remarquée au niveau à l'examen physique, une ascension du testicule qui va être plaquée contre l'orifice inguinal externe. Il y a l'extension d'anus aussi,
la tension donc de l'hydratine de Morgagni, le cancer du testicule qui donne des douleurs généralement lorsqu'il y a des saignements in situ, intracancéreux, tumoral, intratumoral, et les traumatismes donc sclotaux. Sur le plan paraclinique, la biologie donc va consister à réaliser un examen cytobiologique des urines, cytobactéries des urines, plus antibiogramme. Notons que ici aussi, la biologie, les examens ne sont pas obligatoires, mais on peut être amené à les faire. Donc, l'examen cytobactérie des urines, plus antibiogramme, doit être réalisé sur le premier et le second jet urinaire. C'est important de préciser cela. D'accord? On peut réaliser des spermocultures plus antibiogramme si le patient est capable donc, de donner donc, le sperme, les hémocultures, une LFS à la recherche d'une hyperleucocytose après dominance lymphocyte et une CRP à la présence donc, de symptômes, de signes inflammatoires. Le code Doppler donc, des bourses peut ici mettre en évidence cette inflammation du testicule et de l'épididyme. La spermatocystite, pour ceux qui ne le savent pas, la spermatocystite, c'est l'inflammation aiguë des vésicules séminales. Tout le monde ne connaît pas ça, ni cette expression. La spermatocystite est pourtant fréquente dans la pratique de l'andrologue. Les signes fonctionnels vont des douleurs périnéales, une hémospermie et une fièvre, une fièvre qui va être fréquente quelquefois, donc à l'examen donc à l'examen ou à la plainte du malade. Sur le plan physique, l'autorité rectale peut être sensible, surtout lorsque l'examinateur a de longs doigts qui permettent d'aller à la base donc, de la prostate. Les faits paracliniques donc, vont être caractérisés par un examen cytobactérienne des urines qui donc va être positif et spermoculture qui va être positif. Je ne vais pas trop insister. Les chancres mous et ou les chancres de Ducré. D'accord? Les signes fonctionnels sont de l'apparition après 24 heures ou 15 jours de rapport sexuel, qu'une papule va apparaître au niveau soit du pénis lui-même ou au niveau de la postcotale, ça dépend au niveau de la région de l'appareil génital masculin. Donc, papule va apparaître, qui va évoluer vers une ulcération plus ou moins étendue, généralement douloureuse, profonde, au bord inflammatoire et nette, parfois purulente, contrairement à la syphilis, où on a une ulcération qui ne sera pas douloureuse avec présence du préfet de laine. On notera des adénopathies qui vont apparaître 2 à 3 semaines après, qui sont donc des adénopathies inflammatoires réactionnelles. Sur le plan physique, on mettra en évidence à l'examen, à l'inspection, le champignon, qui est donc une plaie propre, bien limitée, d'accord, à fond parfois sagneux, sur le gland, sur le signon balano-prépucial ou sur le corps du pénis. Donc, vous pouvez donc avoir une adénopathie inguinale associée. Sur le plan paraclinique, il faut réaliser un frottis du chancre qui va mettre en évidence le germe, le Ducrey, ou lorsque ce frottis du chancre est négatif, il faut réaliser une ponction ganglionnaire à aiguille fine. Il faut donc être habitué à ça. L'aiguille de ponction spéciale, c'est pas les aiguilles de seringue, c'est les aiguilles de ponction qui permettent de prélever et de déposer une carotte du ganglion, d'accord, qui va être lue par les anatomopathologistes pour apprécier donc, l'état inflammatoire donc, de ganglion. La différen- la différentite est une inflammation aiguë des canaux différents. C'est souvent donc associé soit à une épididymite ou à une spermatocystite ou à une prostatite. Parce que ce sont les éléments qui sont directement en contact avec le canal différent. Donc, vous allez donc avoir des douleurs testiculaires,
qui vont irradier dans le pelvis et des douleurs pelviennes qui peuvent être systématiquement associées. Sur le plan physique, la palpation des différents va retrouver des différents durs et sensibles. Et sur le plan paraclinique, vous allez avoir une spermoculture positive. Bon, la différentographie est un examen invasif qui ne sera pas réalisé ici, surtout lorsqu'on suspecte une différentite. Lorsque vous suspectez une différentite, vous ne pouvez pas donc demander de faire une différentographie. La différentographie est une opacification, une observation radiologique du différent après ingestion donc, de produits de contraste intra-différentiel. Quelles sont donc les formes selon le terrain? Les formes selon le terrain sont les formes du diabétique, les formes de l'immunodéprimé, les formes sur terrain de cancer et ces différentes formes sont des formes qui évoluent de façon défavorable avec nécessité d'un bon traitement du terrain sous-jacent. Sur le terrain ordinaire, pas sujet normal, généralement, le problème ne se pose pas. Lorsque le diagnostic est fait et que le malade est mis sous traitement, l'évolution est donc souvent favorable et satisfaisante. Les différents signes donc ainsi évoqués vont permettre donc de poser le diagnostic. Et puisque nous parlons ici de la prostatite, donc son diagnostic va se poser sur la base d'éléments cliniques, à savoir les douleurs pelviennes, les trous urinaires du bas appareil, euh, le contexte de rapport sexuel suspect récent ou de trous urinaires du bas appareil associé, un toucher rectal qui va être douloureux et une fièvre. Sur le plan paraclinique, un ECBU du premier jet peut montrer donc le ferment en cause. Le diagnostic différentiel se fera avec l'hypertrophie bénigne de la prostate ou l'adénomite. Parfois, on peut avoir une inflammation aiguë sur un adénome de la prostate. La l'hypertrophie bénigne de la prostate, nous avons en commun avec la prostatite, les tours urinaires, la pollakiurie, l'hysanturie, la dysurie. Et ici, là, pour faire la différence, c'est le toucher rectal qui va montrer une prostate augmentée de volume, d'accord, limitante, bien limitée, et qui justifie donc le trou urinaire. Le PSA ici sera normal. Alors que dans la prostatite, le PSA peut être perturbé. Les cystites aiguës. Les cystites aiguës sont des inflammations aiguës, donc de la vessie. Ça peut arriver chez les hommes. Ça s'accompagne donc d'une pédiagie, des brûlures missionnelles, d'une urgenturie, d'une polyurie. Et finalement, le toucher rectal ici ne sera pas douloureux. C'est l'examen des urines qui va mettre en évidence donc cette infection. Et parfois, à la cystoscopie, vous pouvez voir que la muqueuse vésicale est inflammatoire. Son traitement est antibiotique. Et chez les femmes, généralement, on tue le monuride. Mais si c'est une cystite aiguë chez l'homme, on fait la même chose à attendre le résultat de l'antibiogramme. Il y a les sténoses donc de l'urètre. Les sténoses de l'urètre, c'est des réductions permanentes, d'accord, des, du calibre de l'urètre, responsable donc de difficultés à émettre les urines qui peuvent être retenues jusqu'à constituer le tableau d'une rétention vésicale complète des urines. Donc, la sténose de l'urètre, vous savez, donc d'origine soit traumatique, soit scléro-inflammatoire. Donc, dans les sténoses de l'urètre, vous allez avoir en commun avec la prostatite, vous pouvez avoir des brûlures missionnelles, des dysuries, voilà. Mais l'examen qui permet de faire la part des choses, c'est l'électrocytographie rétrograde avec des clichés missionnels qui va mettre en évidence une diminution donc de calibre qui est permanente avec dilatation en amont et en aval sur les clichés donc de l'ingestion rétrograde et de l'évacuation. Il y a la sclérose du col de la vessie qui va donner une dysurie, une pollakiurie, une curiosité missionnelle parfois, d'accord, et, et qui va donc être associée avec une forte dose de dysurie, toute la physiotomie émissionnelle
va mettre en évidence un défaut d'ouverture du col de la vessie. On parle classiquement de défaut d'infundibilisation donc, du col de la vessie. Attention, la sclérose du col de la vessie n'est pas facilement reconnaissable par les radiologues. Parfois, c'est présent et ils vont vous dire que c'est pas présent. Il faut bien voir que le V ne s'est pas écrit, d'accord, pendant la mission. Si le V cervico-urétral, donc ne s'écrit pas pendant donc, la mission, c'est qu'il y a une sclérose du col de la vessie et le patient a donc probablement besoin qu'on lui vienne en aide. Les urétrites aiguës, non, j'ai suis censé dire urétrite aiguë, non, je pense que c'est plutôt urétrite chronique, ça c'est peut-être général. Le spasme épididymodifférentiel. Les spasmes épididymodifférentiels peuvent simuler une différentite, mais ne sont pas des différentites. Le spasme épididymodifférentiel est une douleur spasmodique ressentie du testicule jusque dans le pelvis, secondaire à un désir ardent d'avoir des rapports sexuels qui n'a pas pu être assouvi. Donc, les rapports sexuels non assouvis vont vous donner donc, un spasme épidydymodifférentiel. C'est souvent très douloureux et c'est plus connu. Alors, quel est le but du traitement dans cette situation? On va essayer donc d'être très pratique. On va pas faire du discours. Il faut d'abord soulager le patient. Pour soulager le patient de ses douleurs, traiter l'infection et prévenir donc les récidives. Sur le plan médical, les moyens non médicamenteux, il faut savoir qu'il faut les rapports sexuels protégés. Les partenaires, les nouveaux partenaires non encore maîtrisés doivent vous recevoir étant protégés. L'hygiène génitale, on en a parlé. L'hydratation suffisante, il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et il y a des pratiques sexuelles qui sont plus à risque. Les pratiques sexuelles qui sont plus à risque, on en a parlé tout à l'heure, le rapport bucco-sexuel, parce que lorsque le malade vous dit qu'il faut protéger et qu'il fait quand même une infection urinaire, c'est la bouche donc de sa partenaire ou de son partenaire qui est donc allé apporter des germes au niveau du milieu urétral, parce que les gens y mettent le bout, le sommet de la langue dans le méa urétral, ils mettent sur le gland, ils mettent ça partout. Et si elles ont des germes ou s'ils ont des germes, ils infectent ainsi la verge et cela donc peut s'accompagner d'une infection qui va subvenir. Il y a les rapports sexuels anaux, d'accord, qui se pratiquent dans l'hétérosexualité comme dans l'homosexualité, qui sont des rapports qui euh, vont exposer aux gènes directifs. Ouais. C'est autant de choses à savoir. Et l'hydratation suffisante, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau, c'est très important. Surtout, il faut faire attention pour les rapports sexuels. Il faut savoir que la mixtion post-coïtale est un moyen très important donc, de prévention des infections génitales. Les moyens médicamenteux, nous allons utiliser des antibiotiques avec, en l'occurrence, les fluoroquinolones, qui, lorsque il y a une allergie au bêta lactamine, au fluoroquinolone allergie, on fait recours au C3G et avec quelques particularités dont nous allons parler dans la suite. Il faut savoir qu'un malade qui fait une infection génitale et qui a des douleurs, qui a une inflammation, il faut mettre des antalgiques, il faut mettre des anti-inflammatoires et on peut mettre des alpha bloquants lorsqu'il y a une dysurie qui est associée. Le bloquant, comme vous le savez, agit sur les récepteurs alpha, donc du col de la vessie et de l'urètre prostatique, pour favoriser donc une meilleure mission, un meilleur flux vésico-ugitral. Les moyens chirurgicaux, on peut être amené à réaliser une ponction chirurgicale d'une connexion purulente, comme dans les prostatites ayant évolué vers un abcès prostatique. On peut faire le pansement d'un chancre. On peut faire une exérèse chirurgicale d'un organe comme le testicule. On peut poser un site de cathéter suspubien chez un patient qui présente une prostatite. C'est l'exemple que je donne. Il y a contre-indication formelle d'un sondage rétrograde lorsque vous suspectez une infection génitale, soit de l'urètre, soit de la prostate.
soit même une adénomite. Quand il y a une infection ou une uricite, il faut faire attention. Il ne faut pas faire un sondage rétrograde comme nous aimons le faire classiquement. Les indications dans les prostatites aiguës simples, le traitement ambulatoire, le traitement de choix, il doit être fait de fluoroquinolone par voie orale. On mettra soit la ciprofloxacine 500 mg fois 2 par jour, ou de l'ofloxacine 200 mg fois 2 par jour, ou de la levofloxacine 500 mg par jour. Lorsque le patient est allergique au fluoroquinolone ou lorsqu'on n'a pas d'autre choix, on peut mettre le cotrimoxazole à raison de 480 mg de comprimé par 2 par jour. Et vous savez que le cotrimoxazole est une source d'allergie, c'est un médicament qui est source de beaucoup d'allergies, des toxidémies médicamenteuses. Lorsque vous êtes allergique donc au fluoroquinolone et au cotrimoxazole, vous pouvez passer au C3G s'il y a donc une contre-indication. Les traitements, donc, voilà, le relais, donc, cela fait selon l'antibiogramme. Donc, lorsque vous avez un cas, comme on l'a dit, vous demandez l'examen des urines. Lorsque les urines sortent, donc vous avez l'antibiogramme, il faut réajuster le traitement en fonction de l'antibiogramme. Donc, on peut associer l'antalgique, l'anti-inflammatoire et un inflammatoire devant une dysurie. Pour un titre grave, il faut hospitaliser le patient, prendre un abord veineux, mettre les C3G directement pour pouvoir mettre en voie intraveineuse, d'accord? Ou si contre-indication des flux qu'on vous laissez ces C3G, il faut utiliser des antipyrétiques. Généralement, c'est du Pefalgan ou paracétamol, des antalgiques et des anti-inflammatoires. On rappelle que les prostatites graves sont les prostatites qui sont associées à un sepsis grave, un choc septique ou une indication de drainage chirurgical. Dans tous les cas, la durée du traitement doit être d'au moins 21 jours dans les infections de la prostate et on peut être amené à aller à 6 semaines. Le traitement doit être administré à toutes les partenaires. J'insiste, à toutes les partenaires, sinon c'est pas bien. Nous allons parler maintenant des urethrites aiguës. Les traitements sont monodoses, ceftriaxone 600 mg en IV ou en intramusculaire, plus soit de l'azithromycine 1 gramme en prise unique, soit de la doxycycline 200 mg par jour pendant 7 jours. En alternative au ceftriaxone, on peut utiliser l'aspirtyromycine 2 grammes en état musculaire en cas d'allergie au bêta-glucanate ou du cefixime 500 mg en prise unique si le patient recule dans de tels. Les mesures associées aux urtites aiguës, c'est l'abstinence sexuelle opérative jusqu'à la guérison, le dépistage et le traitement des partenaires et le dépistage systématique des autres si elles avoir le VIH, le virus de l'hépatite B et la syphilis. Et je ne cite que cela. Dans l'épidémie aiguë, plusieurs schémas sont de mise. Soit vous utilisez la ceftriaxone 500 mg en état musculaire associé à doxy 200 par jour pendant 10 jours, soit associé à azithromycine 1 gramme en monodose. Ce second schéma, c'est le schéma donc de l'ofloxacine 200 mg matin et soir pendant 10 jours, les 10 jours. Le chancre-mot. Devant le chancre-mot, le traitement est fait d'azithromycine, 1 gramme per os en dose unique, ou ceftriaxone, 250 mg injectable en dose unique. Il faut faire un traitement antiseptique du chancre-mot, mettre des antalgiques, des anti-inflammatoires et assurer une bonne hygiène sexuelle. Vu tôt et bien traité, les infections génitales évoluent favorablement, mais vite tardivement, le risque de complications graves, parfois mortelles, avec altération de la fertilité ou de la qualité de la sexualité peut être noté. En conclusion, nous disons que les infections génitales doivent être prises au sérieux dès les premières manifestations.
Il s'agit d'infections sensibles, donc touchant l'intimité masculine, justifiant les cachotteries autour. Mais le médecin généraliste doit pouvoir découvrir, au travers de la formulation de motifs de consultation, le problème génital qui se cache derrière. Un bon traitement est le gage d'un bon résultat et il ne faut surtout pas oublier le traitement de tous les partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ce cours qui était très intéressant une fois encore. Nous allons passer très rapidement à la phase des questions-réponses. Et si vous aviez une question, une préoccupation, il suffit de lever la main et vous aurez la parole. Merci. Monsieur Ibrahim, vous avez la parole. Bonjour, Bonjour, on vous entend. très bien. Nous remercions le professeur pour cette brillante communication. Moi, c'est M. Ibrahim Zakari, médecin généraliste, praticien à la République du Niger. Nous avons bien suivi, nous avons bien suivi la présentation du professeur et on a vraiment apprécié. On a appris de nouvelles choses par rapport à la prise en charge des, des infections. Donc, le problème, en fait, qu'on rencontre le plus souvent avec les patients, souvent, avant même de venir consulter les médecins généralistes, les patients font une automédication. On commence déjà souvent une antibiothérapie qui embrouille quelques signes et symptômes. C'est quand ça ne va pas, vous allez les voir, ils vont venir consulter. Ce qui rend encore beaucoup plus difficile la prise en charge de ces infections génitales, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Surtout, le professeur l'a si bien dit, c'est une question de tabou pour certains patients. Ils ne se voient pas tout de suite et maintenant venir consulter pour ce genre de problèmes de santé. Mais avec la sensibilisation, d'accord, des patients, nous espérons que nous pourrons éviter cette prise en charge personnelle, l'automédication, je vais dire, afin que nous puissions les aider dans le traitement curatif. Le deuxième aspect, c'est aussi l'utilisation abusive des antibiotiques par certains agents de santé. Parce que souvent, sans au préalable passer par un antibiogramme, euh, un ECB avec l'antibiogramme, certains partent directement à l'utilisation des antibiotiques à forte dose, ce qui fait que ça rend également compliqué la prise en charge de ces infections. Donc, c'est ces aspects-là que j'ai voulu évoquer. Et sincèrement, nous remercions le professeur pour sa brillante communication. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Ibrahim. Vous avez la parole. Il y a Monsieur Ali Boubacar qui a levé la main.
Vous avez la parole. Bonjour, mes chers collègues. Bonjour au Bonjour. professeur pour la présentation. Nous le remercions pour cette présentation, combien de fois édifiante pour nous. Donc, je suis aussi médecin généraliste. Donc, moi, ma question, c'est sur les G, là, au niveau de l'ECBU, donc le premier G, le deuxième G et le troisième G. Donc, j'ai pu comprendre sur les premiers et deuxième G si le professeur peut revenir un peu sur le deuxième G. En ce moment, ma connexion était coupée en fait. Merci. Merci, Monsieur Ali. Je ne sais pas si le professeur il va m'entendre. Allô? Allô? Oui, professeur, on vous avait perdu. Oui, je n'avais pas pu suivre les questions parce que j'ai eu un problème de connexion. Est-ce que tu peux me rappeler rapidement les questions? D'accord, il y avait deux personnes qui ont posé des questions. Je pense que je préfère les laisser vous poser les questions. Donc, Monsieur Ali, vous pouvez reposer, Ali Boubacar, vous pouvez reposer votre question. D'accord, merci. Donc, je disais qu'on remercie le professeur pour sa présentation déjà, comme sa connexion était coupée. Pour ma part, en fait, je disais le deuxième G au niveau de l'examen SEBU, donc son origine et ce que ça va donner, puisque j'ai compris pour le premier G, qui nous permet de poser le diagnostic au niveau de l'infection Ok, qui vient de la prostate, l'origine. Donc, le premier, le deuxième et le troisième G, si on peut revenir là-dessus. Merci, d'accord, professeur. ok, c'est bon, oui. Et la deuxième question? Je pense qu'avant lui, il y avait une personne qui a posé des questions. Je ne sais pas si le docteur est Oui. toujours là. Je pense qu'il avait commencé par parler, il avait commencé par parler du fait que les patients font des traitements avant de venir. Oui, je pense que Et, c'est ça. Oui. oui, mais je n'ai pas, avant qu'il n'exprime la question, j'étais hors réseau. Bon, je pense que je vais laisser la parole à docteur Christian Moutima et puis on va y revenir. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci au professeur pour cette brillante communication. Moi, ma question est sur, professeur, je vous ai parlant du traitement. D'une Oui, part, je vous ai entendu faire allusion des antiseptiques urinaires. Je sais pas, est-ce que actuellement c'est le plus en vogue ou comment, parce que souvent dans les milieux réguliers, nous oui, qui avons quand même la chance de fréquenter les gens du fin fond, oui. on fait quand même, on a quand même des problèmes sur la disponibilité des produits. Et parfois, on essaye de faire recours, tant soit peu, aux antiseptiques urinaires. Alors, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus ou quel conseil pouvez-nous donner par rapport à l'utilisation de ces antiseptiques urinaires à l'absence, par exemple, d'une antibiothérapie bien adaptée. Merci beaucoup, Marcel. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Oui. Merci. Mm. Je pense que vous pouvez répondre déjà. Ok, donc je vais quand même sauter sur la première question, même si je n'ai pas pu l'entendre. Effectivement, les patients, généralement, avant donc de venir à l'hôpital, surtout dans le contexte africain, ils prennent parfois des antibiotiques qui sont incapables de préciser. Chez nous, il y a des antibiotiques qui sont vendus sur les étalages
surtout des produits qui viennent du Nigeria. Nous, on est au Bénin, donc les produits qui viennent du Nigeria, des gélules généralement, ou des comprimés. Et généralement, lorsque vous avez une infection génitale, vous avez des amis qui vous conseillent. Vous avez des amis qui vous conseillent. Et généralement, avant d'arriver, ils ont pris plein de médicaments. Ou bien, les gens vont vous dire qu'ils ont pris de la cipro. Et ils ne savent pas ce que c'est. Vous demandez la dose, ils sont incapables de vous dire. Et ils avalent parfois au-delà donc, de la dose tolérable. Et quand ils viennent, c'est qu'il y a déjà résistance. C'est qu'ils ont pris des antibiotiques et dans des posologies qui sont illogiques, des durées qui sont illogiques, et ils sont rentrés dans la résistance. Voilà pourquoi ils viennent vous voir. Donc, vous les prenez comme des patients qui sont en résistance antibiotique. Et pour bien les traiter, il faut faire l'enquête étiologique, il faut bien poser des questions pour chercher à comprendre quels sont les médicaments qu'ils ont et après. Si possible, qu'ils aillent les chercher. Et vous allez lire les molécules sur les médicaments. Et ce n'est qu'en fonction de ça que vous réajustez le traitement et que ça peut aller. Donc, le traitement qui a déjà échoué, c'est comme si vous avez fait un antibiogramme qui a résistance. Donc, vous ne les prescrivez plus. Vous changez les molécules. Vous changez les molécules, mais surtout, vous devez respecter la durée du traitement. Et pour les parenchymes, c'est 21 jours. Et pour les canaux et les autres, c'est 10 jours, c'est suffisant. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. La façon de prendre en charge de ce genre de situation serait donc de pouvoir communiquer suffisamment sur la question à la télévision, à la radio, les radios locales de vos communautés. Il faut communiquer, sensibiliser pour que les gens sachent que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire recours aux médecins, à la médecine moderne pour se faire bien soigner. Dans les centres périphériques, les centres communaux, les centres, je sais qu'il y a des ordinogrammes que le ministère de la Santé met à disposition des infirmiers qui n'ont pas de médecin pour gérer ce genre de situation. Mais lorsque tout ça échoue, le malade viendra à vous. Donc, c'est à vous donc de prendre les dispositions pour gérer donc à succès la situation. Par rapport au jet urinaire, la mission se décompose en trois G. Le premier G, le second G, le troisième G. C'est par rapport à ces trois G que nous parlons donc de maturité initiale, de maturité terminale, de maturité totale. Donc, lorsque le premier jet des urines, c'est la quantité des urines fait environ 300 millilitres. Quand la vessie est vraiment pleine, environ 300 millilitres. Donc, le premier jet, c'est environ les 20 premiers millilitres que vous urinez. Les 20 premiers millilitres nettoient les voies urinaires. Le flacon fait vraiment 20 millilitres. Vous n'allez pas uriner tous les 20, mais vous prenez même 10 millilitres ou 15 millilitres dans le flacon. Le premier jet, ça c'est le premier jet. Le deuxième jet est plus abondant parce que c'est l'essentiel de la mission. Et le troisième jet, c'est la fin de la mission. C'est les 10 ou les 20 derniers millilitres donc, de la mission. Donc c'est ça, comme ça qu'on caractérise le premier jet, le deuxième jet, le troisième jet. L'utilisation des antiseptiques urinaires, je sais que quand je m'étais devenu médecin dans les années 2003, 2003-2004, on avait des antiseptiques urinaires, le Nibiol. On considère également que le Bactrim est un antiseptique urinaire. Oui, ce n'est pas mauvais dans le contexte où vous ne disposez pas de toutes les molécules et surtout lorsque le malade n'a pas les moyens. Lorsque le malade n'a pas les moyens. Vous voyez. Et même, vous allez voir que j'ai parlé du Bactrim, j'ai parlé du cotrimoxazole, d'accord, dans certains traitements. Mais il faut évaluer le pour et le contre. Il faut savoir que le Bactrim a des effets secondaires parfois très dangereux, pardon, à savoir la toxicité médicamenteuse. Et si vous mettez un patient sous du Bactrim, par exemple, il faut le surveiller, il faut lui dire, dès qu'il y a un problème, faites-moi signe. Et là, ça vous permet donc de gérer la situation. Dans ces contrées où il n'y a pas de laboratoire pour vérifier si l'infection est partie et qu'on sort, on est obligé de se fier aux résultats, donc à l'évolution clinique. Donc, quand vous mettez votre traitement, mettez-le sur au moins 10 jours
pour les traitements non parenchyma, les infections parenchymateuses. Mais souvenez-vous que pour les infections parenchymateuses, il faut 21 jours au moins de traitement. Je répète, il faut 21 jours au moins de traitement. Dans les prostatites, dans les orchites, dans les orchites, dans les spermatocystites, il faut faire au moins 21 jours de traitement. Donc, voilà ce que j'avais à répondre. Si la modératrice peut reprendre le, le micro. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions. Je vous prie, s'il vous plaît, lorsque vous n'aviez pas la parole, merci de fermer les micros. Ça va permettre à ce qu'on puisse avoir un bon enregistrement après pour le cours. Donc, je vais demander à ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer le micro. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions. Merci à Dr. Adam de fermer son micro et merci à Dr. Simon Pierre Biti de prendre la parole, de se présenter et de poser sa question. Merci. Simon Pierre Biti, merci de prendre Oui, la parole. bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis Simon Pierre, je suis épidémiologiste. Je travaille pour la Croix-Rouge française, je suis actuellement aux Comores. Je pose la question justement parce que, premièrement, d'abord, je remercie le modérateur pour ce cours assez pertinent et très important pour nous. Parce que nous travaillons dans les communautés où le plateau technique n'est pas assez adapté. Donc, il a relevé la question parfois du manque de matériel de laboratoire et même des laborantins en soi. Et on est obligé parfois d'utiliser l'approche syndromique. Mais quand on sait que, et il a si bien précisé, quand on sait qu'il y a une similarité de signes, voilà, qui empêche de différencier véritablement la maladie dont il est question, ça rend un peu complexe le diagnostic. Mais encore que la majeure partie de la population se trouve vraiment en zone rurale et démunie parfois. Et donc, c'est pourquoi les collègues ont dit tout à l'heure, voilà, les gens commencent un peu à se trouver les moyens de se traiter et ils arrivent au moment où la complication est déjà installée. Cependant, il manque également de moyens financiers quand ils arrivent. Et au niveau du traitement, tout à l'heure, le docteur a beaucoup plus, je pense qu'en dehors de la doxycycline, le reste des médicaments, c'est beaucoup plus les céphalosporines de 3e génération et qui sont assez coûteux parfois. Je ne sais pas si il peut nous préciser également quelques génériques à large spectre d'action qui peuvent aussi être utilisés au cas où. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ça rentre vraiment sur, je sais que ça va être très difficile, mais la différenciation véritablement de quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place véritablement pour arriver à diagnostiquer les pathologies et à faire la différenciation à l'aide de l'approche syndromique. Voilà. Et j'avais une troisième question. C'était par rapport au suivi du traitement. Pour la plupart des traitements, c'est entre 7 et 21 jours et plus. Est-ce que, avec la distance qui sépare souvent les patients, et quand on est en communauté, on a parlé beaucoup plus d'utiliser la réponse clinique qui se fait souvent autour de 72 heures. Est-ce que cela voudrait dire qu'on doit demander aux patients, par exemple, de revenir à une certaine période pour qu'on essaye de voir l'évolution du traitement au lieu d'attendre les 21 jours, par exemple, de traitement et revenir au moment où peut-être depuis les 72 heures, le traitement mis en place n'a pas marché. Donc, voilà un peu les petites préoccupations que j'avais.
Mais merci beaucoup, n'est-ce pas, de pouvoir nous apporter quelques éclaircissements. Merci, docteur. Merci à vous. Je vais donner la parole à Monsieur Sani Maman Bachari. Merci de vous présenter, de poser votre question. Merci à Monsieur Simon de supprimer sa levée de main. Merci bien à notre professeur pour sa brillante présentation. Et nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et merci à vous aussi qui êtes le modérateur de cette Docteur Sani Maman, on a du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, écrire dans la messagerie? Et je remercie aussi tous ceux qui ont eu à participer à cette conférence. Docteur Sani, est-ce que vous m'entendez? Dans notre pratique, nous, souvent vous allez voir, vous allez faire un prélèvement où vraiment c'est une puerie qui est là. Donc, vous envoyez le prélèvement au labo. Oui. Ok, d'accord, merci. Je vais écrire ça. Merci. Allô? Allô? Oui, Allô? Oui, on ne vous a pas du tout entendu. Est-ce que vous pouvez écrire dans la Allô? messagerie, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, Monsieur Sani, on ne vous entend pas. Merci d'écrire dans la messagerie. Professeur, vous avez la parole afin de répondre à la question qui est déjà passée. OK, donc les questions qui sont passées, M. Simon Pierre a demandé quelle approche syndromique faire des infections génitales. Ce que je vais dire par rapport à cela, c'est l'approche syndromique se base donc sur les différents syndromes, sur l'aspect génital, les signes les plus classiques que nous connaissons, que vous devez connaître par rapport à ces infections. C'est d'abord les douleurs. Les douleurs peuvent être au niveau donc de l'urètre, c'est-à-dire le malade va vous dire qu'il sent des brûlures à l'intérieur donc de la verge. Ça oriente vers une urétrite. Les douleurs peuvent être testiculaires. Si la douleur est testiculaire, ça oriente vers une orchiépididymite. La douleur peut être périnéale, c'est-à-dire dans l'espace entre l'ébouche et l'anus. D'accord? Ça évoque une prostatite ou une spermatocystite. D'accord? Alors, après, vous pouvez avoir des écoulements. L'écoulement ici, urétro. L'écoulement urétral, c'est généralement une infection de l'urètre, une urétrite, qui peut être soit gonococcique, soit à chlamydia trachomatis. Donc, dans cette démarche, vous devez savoir, vous devez savoir tenir compte donc de, de l'aspect de l'écoulement pour faire la part des choses. On sait généralement que dans les Neisseria gonorrhoeae, dans les gonococci, l'écoulement est plutôt purulent. Alors que dans les infections des urétrites à chlamydia trachomatis, l'écoulement sera séreux. C'est un monsieur qui va vous dire, voilà, il y a des écoulements, mais ça, c'est pas purulent. C'est un écoulement, mais l'écoulement est présent. Mais il ne faut pas confondre cet écoulement avec la prostatorée, qui est un écoulement qui ne survient que pendant la défécation. D'accord? Parce que la prostatorée va donc évoquer une prostatite qui est en train de devenir chronique. Et
Donc, l'écoulement urétral va donc évoquer, selon son aspect, soit une infection à Neisseria gonorrhoeae ou à Chlamydia trachomatis. Il y a des signes urinaires qui peuvent être associés, qui peuvent même vous amener à confondre l'infection génitale à une infection urinaire. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est les brûlures missionnelles, c'est les dysenteries, c'est les dysuries, d'accord? Les missions fréquentes, répétées, tous ces problèmes-là urinaires. Lorsque ces signes sont associés aux autres signes que je viens de citer, il faut chercher à associer donc à cette infection urinaire une infection génitale. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Est-ce qu'il existe un antibiotique à l'aspect? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut commencer par les fluoroquinolones. Et le fluoroquinolone le plus connu et qui existe partout, même dans les pays, dans les coins reculés, c'est la ciprofloxacine. C'est pas compliqué. La ciprofloxacine. Donc, la ciprofloxacine, c'est un fluoroquinolone qui permet de gérer beaucoup de situations si vous savez y associer la durée du traitement qui est convenable à l'infection qui se présente. Bon, l'ofloxacine, le levofloxacine ne peuvent pas être en périphérie, c'est sûr. Vous allez le trouver en ville. Mais c'est d'abord la première intention, c'est ça. Vous pouvez, s'il n'y a pas de ciprofloxacine, prescrire du Bactrim ou du cotrimoxazole. D'accord? Et la doxy aussi est disponible. C'est exprès que l'OMS a fait cette politique de rendre disponibles ces médicaments dans les périphéries. C'est parce que ça permet de juguler donc ces infections. Et laissez-moi vous dire, puisque moi j'ai fait de la périphérie au centre, j'ai commencé à la périphérie, j'ai fini au centre. Les résistances de germes sont rares en périphérie. C'est en ville que vous avez les plus grandes résistances antibiotiques. En périphérie, c'est les villageois qui n'ont pas les médicaments, ils ne connaissent pas beaucoup. Donc, ils ne sont pas beaucoup exposés à l'automédication, etc. Non, non. Souvent, ils sont sensibles même aux antibiotiques les plus simples, les plus triviales que nous utilisons. Ils sont très sensibles à cela. Donc, il faudra pouvoir en tenir compte. Mais notre ciprofloxacine, déjà, c'est une fluoroquinolone qui est très efficace. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, c'est très efficace. Donc, je vous recommande vivement donc, de faire recours souvent à, à ciprofloxacine, de faire recours à la doxycycline, de faire recours au Bactrim. Vous aurez toujours un grand succès. Alors, par rapport au suivi du traitement, lorsque vous mettez un traitement antibiotique, 72 heures après, vous devez revoir votre patient. Si vous le voyez 72 heures après et que les signes commencent pas à s'amender, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Et si vous êtes dans la bonne direction, alors donc il continue et il vous revient vous voir une semaine après. Si 72 heures après, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous modifiez les antibiotiques. Si vous ne pouvez pas faire un examen, vous modifiez les antibiotiques. Si vous pouvez faire l'examen, vous demandez alors un examen et ils vont faire l'examen. Mais si vous pensez que il n'y a pas possibilité de faire un examen, il faut passer à un changement d'antibiotique, passer à un truc plus fort, histoire donc de contrôler la situation. Et donc, quand vous mettez un nouveau traitement, 3 jours après, vous revoyez le patient. Une semaine après, vous le revoyez. Et après cela, vous le donnez un mois pour le revoir. Mais il faut toujours revoir le patient. Toujours les patients qui présentent une infection génitale, il faut les revoir pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'entre-temps, ils n'ont pas pu résister, ils sont allés avoir des rapports sexuels non protégés et les resensibiliser par rapport à la question. C'est quelque chose, à mon avis, de très, très important. Et j'ai trouvé les questions pertinentes. Donc, voilà. Et par rapport à Monsieur Maman Sani, la question, quelle question il a posée? Je ne me suis pas rappelé. Quelle était la question de Monsieur Maman? Je n'ai pas finalement écouté la question. Il voulait écrire ça, je sais pas. Je vais voir dans la messagerie s'il a écrit. Je vais voir s'il a écrit la question. Voilà, je pense qu'il a écrit. Euh, nous faisons souvent le prélèvement où le liquide est vraiment du pur ou trouble. On envoie au laboratoire, mais la culture est stérile. La question dans ce cas de figure, quelle sera la conduite thérapeutique? Ces genres de situations surviennent lorsqu'il y a une infection décapitée.
lorsque le malade a pris d'antibiotiques et avant de venir, les prélèvements sont stériles, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand c'est comme ça, vous devez patienter, vous demandez, vous mettez des traitements symptomatiques, vous patientez et vous refaites le test une semaine après. Ça vous permet de mettre la main sur le germe. Et voilà. Mais parfois, il faut bien écouvillonner aussi. Il faut pas avoir peur. Moi, je préfère envoyer les malades au laboratoire pour le prélèvement. Ils sont les mieux outillés. Et parce il faut prendre du pus, mais il faut faire un écouvillonnage appuyé sur la muqueuse. Ça vous permet donc de vraiment prélever les germes. Souvent, c'est ce qu'il faut faire. Alors, le docteur Thompson demande comment puis-je accompagner le patient à bien suivre son traitement. Oui, les traitements des infections génitales nécessitent une grande sensibilisation du patient. Parce que vous savez, le sexe en Afrique, ça reste quand même un tabou. Même si nous parlons de libération des mœurs, c'est pas évident. Donc, du coup, il faut sensibiliser, il faut bien parler au malade, le rassurer, lui dire que voilà, avec le traitement, il ira mieux. Et que voilà, s'il y a un petit souci, il faut qu'il revienne vous voir. Il faut que le malade note que vous avez un intérêt particulier à son traitement et à sa bonne santé. Merci pour la question. Alors, vous avez demandé aussi comment identifier que l'ordonnance que je délivre n'est pas conforme. Et il faut respecter les protocoles. J'ai donné quelques protocoles dans la présentation. Le document vous sera rendu disponible, c'est sûr. Déjà, c'est que il faut respecter les principes de base, commencer par les antibiotiques de première intention et ne aller aux antibiotiques plus forts que lorsque le besoin apparaît. Donc, c'est pas parce que vous disposez d'une Kalachnikov que vous allez tuer un moustique avec. Hein, avec un balai, vous tuez le moustique. Kalachnikov, c'est bon pour les humains et sur un champ de guerre. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Par rapport à la circoncision et l'infection urinaire, est-ce que les personnes non circoncises font plus d'infections génitales ou non? Oui, les infections non circoncises font plus d'infections urinaires parce que, ils n'arrivent pas toujours à décaloter, d'accord, le gland. Donc, le repli membranaire du prépuce sur le gland présente une zone qui va retenir les germes généralement après les infections urinaires et ces dépôts donc, vont être source d'infection et généralement ils sont plus exposés aux infections. Même le VIH-Sida, c'est décrit dans les recherches que ceux qui n'ont pas fait leur circoncision sont plus exposés au VIH-Sida, d'accord, que les personnes circoncis. Imaginez que vous avez des rapports sexuels, vous finissez, les dépôts, les sécrétions vont être retenus dans le sillon balano-prépucial qui va donc être recouvert sur le gland, d'accord, par le prépuce. C'est tout à fait normal que ils trouvent à leur compte une bonne occasion pour se multiplier et pour vous attaquer parce que vous leur avez donné un logement très, très efficace et favorable à leur prolifération. Donc, c'est ça. Donc, la circoncision est recommandée en neurologie pour éviter donc, des infections génitales, surtout de la veuve. Alors, Monsieur Saddam me demande s'il est nécessaire ou pas de faire une abstinence sexuelle durant le traitement. Oui, j'ai répondu à cette question. L'idéal, c'est de faire de l'abstinence. Mais il y a des choses à faire qui ne peuvent pas faire de l'abstinence. Si le malade vous dit clairement, docteur, ça, je peux pas rester tranquille, il faudra lui proposer les capotes et lui dire les risques. Et il faut lui dire aussi que tous ceux qu'il va infecter, il faudra qu'il les traite tous, sinon, il va s'exposer à des réinfections. Et que ça peut lui amener des complications, surtout sur la fertilité. Les urétrites se compliquent de sténose. C'est dangereux, les sténoses. Les sténoses de l'urètre. Lorsque vous avez une sténose de l'urètre, vous faites un contrat à vie avec le médecin.
on va vous faire une rétrotomie interne endoscopique, on va vous faire une rétroplastie. Tout ça, c'est bien. Mais lorsqu'on finit, vous reviendrez toujours. C'est un contrat à vie avec l'urologue. Il faut faire toucher du doigt au patient que c'est à son actif que de respecter les consignes que vous lui donnez. Donc, s'il ne peut pas observer une abstinence sexuelle, il n'a qu'à se protéger avec un capote. En évitant la fellation désordonnée, je ne sais pas, parce que là, on ne met pas de capote sur la veille pour la fellation. Voilà. Les gemmes sont là-bas aussi, hein, il faut savoir. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un ECB pour les partenaires? Non, 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 pas besoin de faire un ECB pour les partenaires. Mais par contre, lorsque vous faites un prélèvement chez un patient qui est négatif, vous pouvez demander à faire un prélèvement chez la partenaire. Peut-être que le gemme sera retrouvé là-bas. Si vraiment il pratique cette partenaire, euh, en prélevant donc les urines de la partenaire ou en faisant un prélèvement vaginal, enfin, c'est dans le prélèvement vaginal que vous trouvez les germes. Hein. Moi, je fais de la prise en charge de l'infertilité du couple, de l'homme et de la femme. Donc, je fais systématiquement les prélèvements chez les partenaires de mes patients. Donc, des fois, vous êtes surpris de trouver que la femme c'est elle qui a l'infection. Alors, est-ce qu'il y a dû faire une séance? J'ai répondu à ça. Est-ce que la cure d'eau peut avoir une place de choix dans la prise en charge des IST? La cure d'eau vous permet d'avoir une bonne filtration globulaire, c'est une bonne chose, mais ce qui est important dans la cure d'eau, lorsque vous avez des rapports sexuels, c'est que ça vous permet de disposer des urines pour une mission post-coïtale. Après les rapports sexuels, arrangez-vous pour aller uriner. Ça nettoie les règles et allez laver votre sexe. Parce que là, ça, je ne vous le dis pas. Je vous demande de le dire au patient. Donc, du coup, lorsque vous recevez un patient, il faut le conseiller cela. Après le rapport sexuel, il faut uriner, il faut aller laver le sexe au savon et à l'eau. Vous ne pouvez pas savoir combien ça peut faire du bien aux organes génitaux externes. Il faut laver au savon et à l'eau. Déjà, vous dégagez les sécrétions qui ont été laissées donc, sur votre organe génital externe. Ça vous permet donc d'éviter d'initier un chancre qui va couver et vous conduire vers peut-être des complications. Voilà. Voilà ce que je pourrais répondre à ces questions. Et s'il y en a d'autres, je suis disponible. Merci beaucoup, docteur. Je n'ai pas d'autres mains levées et donc je vais vous demander si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous auriez vraiment aimé que nous gardions de la séance d'aujourd'hui. Merci. Ben, si je devais vous suggérer quelque chose à retenir pour cette présentation, c'est que déjà, il faut savoir que la sphère génitale est une sphère où on peut avoir des infections, parce que c'est pas évident, tout le monde ne peut pas, ne croit pas. Et c'est une sphère, lorsqu'elle est touchée, les patients sont souvent réservés pour exprimer leurs problèmes. Ils vont vous parler d'autres choses alors que le problème même est là-bas. Lorsque vous sentez que le patient n'est pas très à l'aise avec l'expression, demandez-lui est-ce que vous avez une bonne érection, est-ce que vous avez mal au testicule, est-ce que vous avez dites-lui n'importe quoi. Et dès qu'il va constater que vous avez ouvert la porte au dialogue, c'est lui qui va tout vous expliquer. Donc, il faut donc être très attentif. Il faut avoir un réflexe dès qu'il y a ces symptômes dont nous avons parlé, les brûlures missionnelles, les douleurs testiculaires, les douleurs urétrales, les douleurs périnéales. Dès que vous avez ces signes, prenez le temps de bien examiner les malades et de poser des questions sur un antécédent récent, donc de rapports sexuels non protégés avec une partenaire occasionnelle. Et euh, le plus important, c'est de pouvoir faire un prélèvement d'abord, mettre une antibiothérapie après avoir fait le prélèvement et ajuster le traitement après l'antibiogramme. Et le patient doit être suivi dans la durée. Et ce que je voudrais aussi souligner, il ne faut pas oublier de faire les examens de contrôle dans la mesure du possible. Si le patient a les moyens, il faut refaire 2 semaines après la fin du traitement un examen pour confirmer que l'infection est bien partie. Et d'ici à là, que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.
Je vais profiter pour annoncer le prochain atelier de formation qui sera pour le samedi prochain, samedi 15 juin 2024, et on aura abordé la thématique le don du sang. Ce cours sera animé par un hématologue clinicien. Voilà. Il y a une messagerie, un message de Madame Rose du Cameroun. Je ne sais pas, professeur, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Oui, voilà. J'ai reçu un patient qui se plaignait d'une sensation de fourmillement au niveau de l'urètre. Après plusieurs examens demandés par les urologues, à savoir prélèvement urétral plus antibiogramme, ECB plus antibiogramme, chlamydia mycoplasme plus antibiogramme, tous les résultats se sont révélés négatifs. Ayant constaté qu'il a pris beaucoup de médicaments, il a marqué une pause de 2 semaines. Il a refait les examens et les résultats étaient toujours négatifs. Oui, c'est une urétrite, c'est une urétrite séquelaire, on appelle ça. On appelle ça une urétrite séquelaire. En fait, c'est une inflammation chronique donc de l'urètre, d'accord, qui survient après une urétrite qui n'a pas été bien traitée, qui n'a pas été traitée à temps, d'accord, et qui donne cette sensation de gêne, de brûlure, de prurite au niveau donc de l'urètre. Le traitement, c'est de la corticothérapie par instillation. Donc, je donne le protocole. Vous prenez donc du Solu-Médrol, d'accord, vos Solu-Médrol que vous diluez avec du sérum salé et vous faites coucher les malades en décubitus dorsal et vous envoyez le Solu-Médrol par le meilleur urétral. Quand vous ramenez à 10 cc, vous envoyez tout et vous pincez le bout de la verge et reste couché pendant 30 minutes. Il reste couché 30 minutes avant donc de se lever et d'aller uriner et partir. Vous faites ça, vous faites cette instillation, si le patient a les moyens, tous les 72 heures, avant 10 séances, généralement, vous n'avez plus ce signe-là. De toute façon, je laisse mon email et mon numéro dans le feeling, vous pouvez me contacter pour qu'on en discute et si vous arrivez à faire ce traitement-là. C'est ce qu'il faut faire, on appelle l'instillation de corticoïdes. Est-ce que celui qui a posé la question a pu, bien sûr? Je l'espère, j'espère que la personne va répondre. Oui, la personne a répondu. Ok, je viens d'envoyer mon email et mon numéro WhatsApp direct. Donc, vous pouvez m'écrire aussi. Et s'il y a un souci, je vous répondrai. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ce temps accordé. On va se dire à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à toi seul.